Et donc, docteur Damien Gineste est un des médecins généralistes qui travaille avec nous dans notre service et qui va nous parler du sujet qui suscite des débats tous les jours dans nos collaborations cardio et urgentistes sur la troponine, une aide pas si évidente. Bonjour, rebonjour à tous. Merci d'abord à mes collègues de la confiance qu'ils m'accordent de pouvoir vous faire une présentation. Donc effectivement, la troponine, une aide pas si évidente. Donc comme vient de le dire Louis-Marie, moi je suis médecin généraliste, j'exerce exclusivement à l'hôpital, jusqu'à peu encore en métropole et maintenant ici en cardiologie. Donc je ne prétends pas avoir les réponses à toutes les questions des médecins généralistes libéraux pour qui j'ai énormément de respect, qui doivent travailler sans labo à côté de leur bureau. Donc voilà, je ne me positionne pas en grand sachant, attention. J'ai pas de conflit d'intérêt ni concernant ce sujet, ni concernant d'autres sujets. Je vous présente un dossier récent d'un patient de 74 ans qui a été admis dans notre service d'accueil des urgences pour des palpitations depuis environ 1h30 et qui a comme antécédent des antécédents cardiovasculaires assez lourds avec un AVC ischémique qui avait été fibrinolisé il y a une petite dizaine d'années, un flux atrial, une valvulopathie qu'on retrouve dans le dossier sans plus de précision, une HTA, une dyslipidémie notamment. Il a comme traitement un anticoagulant oral direct, un bêta-bloquant, une association sartan et diurétique thiazidique, la nercanidipine également, une statine et un protecteur gastrique. Quand on l'interroge, il se plaint d'une dyspnée qui fluctue depuis environ 1 mois. Et il explique assez facilement qu'il a eu des épisodes similaires dans les mois et les années qui ont précédé. Donc il ne s'est pas inquiété initialement, mais qu'il consulte ces jours-ci parce que la gêne est particulièrement importante. Les paramètres vitaux sont tous normaux, si ce n'est la fréquence cardiaque qui est un petit peu rapide, à 105 cycles par minute. Et surtout, l'infirmier d'accueil et d'orientation note qu'elle est très variable. Au scope, il a l'impression au départ de ne pas avoir un bon signal. Ça varie beaucoup. Donc vous voyez un peu vers quoi on va sans doute arriver. Il a dû être examiné par un externe parce qu'il y a un examen qui est très très détaillé dans le contexte. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il a des bruits du cœur irréguliers. Il a une dyspnée d'effort dont il a déjà parlé. Le reste de l'examen cardiaque est normal. Il a un murmure vésiculaire bilatéral et symétrique, sans foyer, avec quelques crépitants aux bases. Et par ailleurs, dans l'examen large, il n'y a pas grand-chose d'anormal. Le CG est celui-ci. Donc, la qualité n'est pas terrible. C'est le vrai électro du patient que j'ai retrouvé sur la base de données. Donc j'imagine qu'un bon nombre d'entre vous ont déjà le diagnostic. Est-ce que ça parle à tout le monde? Alors il n'y a pas de réponse bête, il n'y a que des intervenants méchants et éventuellement, et c'est pas ma réputation, donc n'hésitez pas. Hein. Tout le monde a le diagnostic sur cet ECG? J'ai déjà endormi tout le monde. Donc c'est une ACFA, hein, avec on a ici en latéral des troubles du rythme qui sont connus, des troubles de la repolarisation, pardonnez-moi, qui sont connus chez le patient. Voilà, je vais y arriver. Qui sont connus, qu'on retrouve sur un électrocardiogramme antérieur, pour la petite histoire. Il est pris en charge donc par l'équipe qui est là, qui le rassure d'abord, qui lui donne une dose de bisoprolol par voie orale, qui lui pose une voie veineuse périphérique et qui lui fait un bilan biologique. Et ce bilan biologique ne montre pas d'anomalie majeure jusque-là. Il y a une troponine qui a été dosée, vous vous en doutiez, puisque c'est le sujet du diaporama. Elle est à peine normale, entre guillemets, une troponine haute sensibilité ou ultra-sensible, hein, c'est la même chose. Donc elle est tout juste en dessous de la norme. Et on a un BNP qui est normal. Et puis j'ai mis 3 petits points, j'ai encore mis 3 petits points, j'ai encore mis 3 petits points, donc vous voyez peut-être venir. Il y a une deuxième troponine qui est faite, une cinétique de troponine, donc, et là, manque de chance, entre guillemets, on ne va pas pouvoir clôturer le dossier tout de suite. La deuxième troponine est élevée, et la TSH qui a été faite devant cette arythmie est normale.
Alors à partir de là, qu'est-ce que vous suggérez en pareille situation, puisque vous ne pouvez plus aller vous coucher tout de suite, a priori? Est-ce que vous proposez que le patient aille en coronarographie? Donc vous allez prendre avis auprès du cardiologue dans cette optique. Est-ce que vous proposez qu'il aille en surveillance en soins intensifs? Ou bien est-ce que vous avez une autre idée en tête? J'ai pas entendu. Troisième tropo? Oui, pourquoi pas. C'est ça, avec un peu de chance. Oui, en plus, il était à peu près 1h du matin. Donc, si on fait la troisième tropo à 9h, ce sera pour les collègues de la journée du lendemain. C'est pas forcément une mauvaise idée. Voilà, ça peut être une façon plus ou moins diplomate de s'en sortir et de laisser la patate chaude aux collègues. Là, en l'occurrence, donc, en retournant voir le patient avec l'externe, le senior note que donc, 4 heures après l'admission aux urgences, donc on n'est pas loin de 6 heures après la douleur, en tout cas la décision du patient de quitter son domicile. On a une FA qui est ralentie, autour de 80 cycles par minute, un patient qui est soulagé de sa dyspnée et qui à aucun moment tout au long de la prise en charge, on est passé quand même régulièrement le voir pendant qu'il était là, on a été lui annoncer le tout premier résultat, etc. À aucun moment il ne s'est plaint de douleur thoracique. Donc l'équipe de cardio qui a été contactée dans le dossier a considéré que les anomalies électrocardiographiques étant connues chez ce patient, on pouvait conclure à une FA paroxystique avec un mouvement de troponine dans ce cas précis qui est secondaire. En l'occurrence, le patient a déjà un traitement anticoagulant en place, donc il est protégé vis-à-vis de sa FA. Et il a été proposé donc, de le faire rentrer au domicile avec une majoration du bêta-bloquant, puis qu'il revoie son cardiologue traitant rapidement pour refaire le point, réévaluer s'il va bien, etc. Alors, à partir de ce cas, donc, on a fait quelques commentaires. Donc, pardon, j'espère que j'insulte l'intelligence de personne, mais moi, je ne suis entre guillemets que médecin généraliste, même si j'ai travaillé un peu aux urgences. Mais après tout, je me dis que si on rappelle certaines choses, on peut peut-être sauver une prise en charge. Et dans ce cas-là, je ne suis pas venu pour rien, en ce qui concerne mon intervention, parce que tout le reste était très intéressant. Donc, la troponine est spécifique du myocarde, mais elle n'est pas synonyme d'occlusion coronaire, première chose. Donc la troponine peut s'élever, ça a été dit plusieurs fois d'ailleurs par d'autres intervenants avant moi, dans d'autres situations que des occlusions coronaires. Et là aussi, ça rejoint ce que je viens de dire juste à l'instant, je me permets de vous rappeler, pour ceux aussi qui iront voir les interventions sur le site de l'encyclopédie numérique de cardio, donc peut-être des jeunes externes ou des internes, voilà, la troponine n'est pas indispensable à la prise en charge initiale d'un syndrome coronarien aigu ST+. Et malheureusement, ça arrive qu'un collègue qui est un peu fatigué en fin de garde, voilà, je sais pas, on n'a pas toujours les bons réflexes, on attend la troponine, alors qu'avec le ST+, on peut directement déranger le collègue cardiologue et lui demander de pousser le patient en salle de choro. Donc on va gagner un petit peu de temps, time is muscle. Voilà. Donc ici, on est dans le cadre d'un infarctus de type 2. Alors j'avoue que c'est quelque chose moi, qui m'était sorti de la tête. Je connaissais ces élévations de troponine fonctionnelles, on va dire, mais j'avais oublié que ça avait carrément une appellation infarctus de type 2. Dans les dernières descriptions de l'infarctus, et même avant, on a plusieurs types d'infarctus. Je vous renvoie au tableau pour les plus sachants. Voilà. Donc on a une ischémie myocardique authentique, pas par occlusion coronaire, comme je l'ai dit, mais par déséquilibre entre les besoins du myocarde et les apports en O2. C'est plus fréquent chez les sujets qui sont âgés ou chez les sujets qui sont comorbides, ou évidemment, je ne vous l'apprends pas, quand on est âgé et comorbide, ce qui est quand même le cas le plus fréquent. Et ça constitue un groupe assez hétérogène, puisque les causes sont vraiment multiples. Ça peut être une anémie, qui fait que même si les globules rouges sont saturés en oxygène, ils ne sont pas assez nombreux pour amener assez d'oxygène au myocarde. C'est le cas dans l'intoxication au CO, le CO ayant une forte affinité pour l'oxygène. Il va saturer pour l'hémoglobine, pardonnez-moi, il va saturer l'hémoglobine, et l'hémoglobine ne va plus relarguer le dioxygène au niveau des tissus qui en ont besoin.
tout à fait autre cause, ça peut être dans le cadre d'une dissection coronaire. Et puis c'est le cas aussi dans les cardiopathies valvulaires sévères, en cas de crise hypertensive, en cas de tachycardie soutenue, en cas de tachyarythmie soutenue, ce qui était le cas ici. Un mot encore donc sur la troponine en elle-même. Dans l'intervention aux Journées européennes de la SFC, il y a une présentation du professeur Charpentier, dont je me suis beaucoup inspiré pour ce dossier, elle rappelle que l'indication large de la troponine que j'ai faite quand j'étais assistant aux urgences, parce que des fois on ne sait pas trop, voilà, ça permet de gagner du temps, où on la met dans le bilan, parce qu'après tout ça ne mange pas de pain, c'est vrai, dans l'absolu ça ne fait pas de mal au patient, puisque de toute façon il doit être piqué, a priori ça ne lui fait pas de mal, a priori. En fait l'indication large est peu pertinente par rapport à l'électro. Si on regarde bien les électrocardiogrammes, quand la troponine est positive, il y a souvent, quasi tout le temps, des anomalies électrocardiographiques qui font en fait aussi bien que la troponine, qui justifierait d'une prise en charge invasive, aussi bien que la troponine qui s'élève. Elle n'a, cette troponine, pas d'intérêt pronostic devant la plupart des infarctus de type 2. Et là encore, le professeur Charpentier disait bien qu'en dehors de l'embolie pulmonaire, où la troponine, l'élévation importante de la troponine est un facteur de risque pronostic, traduit une gravité, dans la plupart des autres causes d'infarctus de type 2, quelle que soit la valeur de troponine, ça ne va pas orienter le statut du patient pour la suite, donc ça ne va pas aider les différents praticiens au chevet du patient à savoir s'il est grave, s'il n'est pas grave, si on doit avoir une prise en charge agressive, si on doit le surveiller particulièrement, etc. Et puis, un petit mot quand même de finance, monnaie. La nomenclature actuelle de la troponine, c'est B58. Donc en métropole, c'est un peu plus de 15,50 € et à La Réunion, c'est un petit peu plus de 19 €. Donc ça a quand même un coût, cette troponine. Et comme on en fait beaucoup, parce que des fois on ne sait pas quoi faire, donc on en fait pour se rassurer, mine de rien, ça fait quand même de l'argent. Alors, c'est nos impôts, première chose, donc on n'a peut-être pas forcément très envie qu'ils augmentent, indépendamment de notre situation politique. Surtout, ce que j'avais vu un jour que je trouvais intéressant, pour nous prescripteurs en particulier, les médecins, ça c'est pas la faute des infirmiers, si on ramène ça, 20 €, 19 €, c'est le prix du petit déjeuner à l'hôtel Belle-Pierre où j'étais logé pendant 1 mois et demi, le petit déjeuner est bon, après tout c'est pas énorme 20 €. Mais si on rapporte ça au nombre, combien ça fait d'équivalent temps plein d'aides-soignants ou d'infirmiers, pour pousser les brancards aussi, etc., pour s'occuper de nos malades, c'est pas tout à fait la même chose. Même s'il y a de l'argent à prendre ailleurs, peut-être, je ne sais pas, mais c'est un autre débat, ça, et je crois que c'est pas en une journée qu'on va le régler. Mais voilà, c'est pas complètement négligeable de prescrire cette troponine. D'autant que donc, si on revient à la médecine entre guillemets pure et dure, cette augmentation de troponine peut nous faire nous poser des questions et peut-être pas les bonnes questions. Je ne veux pas faire injure à mes confrères coronarographistes. La coronarographie, c'est formidable, c'est de plus en plus performant. Il y a des choses que j'ai redécouvertes ici moi, en venant, que j'avais oubliées, ou des techniques particulières, l'endovasculaire, etc. C'est formidable. Mais c'est un geste endovasculaire qui n'est pas dénué de risque non plus. Notre patient, on l'expose quand même à un risque allergique dans l'absolu. On lui injecte également de l'iode. On nous en parle tous les jours, nous, en secteur B de cardio, de faire attention avant la coro à protéger les reins de nos patients. On peut provoquer une ecchymose, voire un hématome au point de ponction. C'est une des complications la plus fréquente de la procédure. On peut bien sûr créer une plaie artérielle et ça peut aller jusqu'à la dissection coronaire. Puis le patient peut aussi, dans la procédure, souffrir d'un malaise ou d'un trouble du rythme cardiaque. Les complications graves, fort heureusement, sont rares. Les décès, 2 pour 10 000. Les infarctus du myocarde, 3 pour 10 000. Et les AVC, 4 pour 10 000. Alors ce matin, j'ai retenu le chiffre, justement, 200 000 coronarographies en France. Donc vous multipliez par 20, vous avez 80 AVC liés à la coronarographie en France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout faire de coronarographie, évidemment. 80 AVC, ce n'est pas beaucoup, mais comme toujours en statistique, vous savez bien que celui sur qui ça va tomber, c'est 100% pour lui l'AVC. Donc voilà, tous les autres à côté, tant mieux pour eux s'ils n'en ont pas. Celui sur qui ça tombe, c'est un peu plus dommage pour lui, pour sa famille, pour ses ayants droit éventuellement. Voilà.
Enfin, pour les médecins généralistes, et là, je le redis encore une fois avec beaucoup de bienveillance, c'est plus facile quand on a le patient sous les yeux, quand on peut demander à un confrère qui peut aller le voir, etc. Donc je ne suis pas là pour donner les leçons, mais je pense vraiment qu'il ne faut pas se tirer une balle dans le pied non plus. La HAS est claire là-dessus, c'est des recommandations qui ont une dizaine d'années. La troponine n'a pas sa place en ville, en dehors d'une seule exception qui est bien cadrée, celle du patient asymptomatique, donc qui n'a plus mal dans la poitrine, qui a eu une douleur thoracique plus de 72 heures auparavant quand il vient vous voir, qui vous fait suspecter un syndrome coronarien aigu non compliqué et, si possible, si vous avez un électrocardiogramme dans votre cabinet, là aussi on a dit que ce n'était pas toujours le cas, ou qu'on n'avait pas toujours le temps, ou qu'on ne sait pas toujours les lire. Voilà. Il faut que, si l'électrocardiogramme est fait, il ne soit pas contributif. C'est facile de dire qu'il faudrait que tous les médecins généralistes aient un ECG dans le cabinet, mais ce n'est pas toujours pratique. Et à l'inverse, moi j'avais un patron à Nancy, le professeur Julière, pour qui j'ai une pensée d'ailleurs, parce qu'il m'a beaucoup aidé à apprécier la cardio, et puis qu'il est décédé depuis précocement, le malheureux, qui nous disait qu'en tant que médecin généraliste, si on ne savait pas bien lire un électro, il ne fallait pas en faire, parce qu'on a la preuve après qu'on a pu louper quelque chose. C'est un peu cynique, mais bon, après tout, on n'est pas obligé de prendre des risques médico-légaux inutiles. Il vaut mieux savoir bien demander à une personne qui sait mieux faire que nous, même si c'est vrai que depuis, on a beaucoup développé la télémédecine. On a encore parlé ce matin aussi d'envoyer les électros, d'envoyer des photos, de télétransmettre et autres, mais on voit que même quand on télétransmet à un cardiologue qui sait faire, c'est pas la même chose si on n'a pas parlé du patient, etc., etc. Donc ça soulève toujours des petites questions. Chacun trouvera peut-être sa façon de faire en fonction de ce qui lui convient le mieux. Donc ce que je retiens de ce cas clinique, en accord avec mes collègues, donc la troponine haute sensibilité, elle est utile évidemment en cas de suspicion de syndrome coronarien aigu sans élévation du segment ST. Mais il faut se souvenir qu'elle a quand même de multiples causes d'augmentation, dont de nombreux faux positifs. J'ai même pas parlé d'une affection fréquente, l'insuffisance rénale chronique, tout simplement. C'est très fréquent que ce soit en métropole ou ici, et ça donne des taux de troponine si on les dose, dont on ne sait pas toujours quoi faire. Voilà. La place de l'interrogatoire, même à la médecine 2.0 ou 3.0, l'interrogatoire, la clinique continue à avoir leur intérêt de façon très importante. Ça a été redit par des confrères plus cardiologues et plus brillants que moi ce matin, donc moi ça me va très bien. Et je ne me suis pas étendu là-dessus, mais l'avenir pourrait être, là aussi c'était évoqué aux Journées européennes de la SFC, des scores prédictifs pour avoir à se passer de la troponine dans certaines conditions, sous réserve donc des scores assez simples, avec 3 ou 4 facteurs étudiés qui permettraient, sous réserve que le score soit inférieur à une valeur seuil, qu'on puisse renvoyer les patients au domicile sans avoir à doser cette fameuse troponine, et donc prendre le risque qu'elle soit positive quand on voudrait qu'elle ne le soit pas, et qu'elle nous incite peut-être à faire des choses qu'il ne faudrait absolument pas faire pour notre patient. Voilà, je vous ai mis ensuite donc les quelques sources sur lesquelles je me suis le plus basé, et puis il y a tout un tas d'autres sources que je ne pouvais pas détailler durant cette présentation, pas seulement les mettre, mais voilà, le sujet est très riche, comme vous l'avez dit, ça suscite beaucoup de discussions à tout point de vue. Je vous remercie. Merci Damien. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle ? Philippe ? Moi j'en ai une. Moi ce qui me surprend le plus dans les troponines actuelles, c'est la décorrélation entre le niveau de troponine et la probabilité du SCA. C'est-à-dire on a contrôlé des coronarographies à 150 000 de tropo qui sont blanches, et il y a des authentiques infarctus à 55, 60 de tropo. C'est cette décorrélation qui fait que je trouve que l'intérêt de la troponine actuelle est vraiment limité. Et effectivement, elle a été développée essentiellement pour avoir des prises en charge plus rapides des douleurs thoraciques, mais on va beaucoup plus loin dans les examens complémentaires, on fait beaucoup plus de choses basées justement sur ces taux anormaux. Et en ça, je trouve que c'est un défaut majeur, et je ne vois pas un avenir phénoménal à ce type de dosage. Je suis assez d'accord. Alors,
ton expérience est évidemment, du fait de ta spécialité, de ta surspécialité supérieure à la mienne, sans fausse modestie. Mais c'est vrai que quand je repense à ma pratique, quand j'étais dans un petit SAU de périphérie, même si je travaillais avec de très bons collègues à Metz, avec qui on avait d'excellentes relations, on peut en plus avoir tendance à se dire oh, la troponine n'est qu'à 55, bon, c'est pas significatif. Et en fait, on n'a pas vraiment de valeur, enfin, de la même façon que les dédimères sont positifs ou pas positifs, supérieurs au seuil ou pas supérieurs au seuil. L'embolie n'est pas forcément plus grande quand les dédimères sont à la norme sub du laboratoire. Elle n'est pas forcément plus dangereuse ou moins dangereuse. Et c'est vrai que la valeur absolue de la troponine n'est pas toujours signe d'un infarctus massif ou d'une problématique cardiologique plus généralement massive. Ouais, donc il faut je pense, enfin, de manière générale, il faut être prudent avec les biomarqueurs. Il ne faut pas leur faire dire ce pourquoi ils n'ont pas été conçus. C'est toujours le piège. Quand on a un biomarqueur qui a rendu beaucoup de services, on a peut-être tendance à en faire un peu la panacée, à nous rassurer. On passe peut-être trop de temps sur nos dossiers et plus assez auprès des malades, etc. Je ne sais pas. Il y a plusieurs raisons sans doute qui rentrent en cause. Mais il faut rester vigilant à faire en sorte que les biomarqueurs ne nous rassurent pas à tort. C'est bien quand ils peuvent nous rassurer dans un cadre précis, mais pas qu'ils nous rassurent à tort ou qu'ils nous inquiètent à tort non plus. Merci Damien d'avoir bien insisté en tout cas sur la prescription ciblée et rationalisée de troponine et d'avoir rappelé son coût, parce que je pense que peu de personnes dans la salle étaient au courant effectivement que c'est un examen qui reste encore onéreux. Il y a un volume de prescription qui est très important tous les jours dans l'ensemble des services d'urgence et de cardiologie et parfois un peu en ville. Donc effectivement, je pense qu'on peut économiser une bonne partie de ces prescriptions et tenir compte vraiment du contexte clinique qui est extrêmement important. Dernier commentaire, peut-être Nadir, tu veux dire quelque chose? Oui. Excusez-moi, j'ai une question de façon très pratique aux urgences. Quand il y a une douleur thoracique avec un ECG percritique normal chez quelqu'un plutôt jeune sans facteur de risque cardiovasculaire, il faut du coup qu'on se motive à ne pas doser la tropo dans ce cas, même si on a envie de faire un bilan bio pour chercher autre chose. Alors, pardon. Ouais, voilà, ECG normal, quoi. Est-ce qu'il est suffisamment spécifique pour pas aller faire... Après, parfois, souvent on descend aux urgences pour l'interrogatoire du patient. Et là, c'est vraiment l'interrogatoire qui souvent emporte notre décision. Parfois même pour la choro, quand on a une tropo un peu foireuse, un ECG un peu foireux, nous on descend spécifiquement pour interroger le malade. Donc, tout est là d'abord, quoi. Puis le contexte, évidemment, le niveau de risque cardiovasculaire du patient, plus l'interrogatoire. Et après, on se fait un sentiment, on y croit, on n'y croit pas. Et vous, pareil, ça va probablement vous motiver, mais l'idée d'un score décisionnel pour dire là, je peux faire une tropo, là, je ne dois pas faire de tropo, c'est probablement des bons outils à développer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, professeur Adnet. J'en pense le plus grand bien. Non, mais je crois que il y a des recommandations sur l'adulte jeune à ECG normal avec douleur atypique. Les recommandations américaines, c'est pas de tropo et sort des urgences. Je crois que c'est l'interrogatoire, c'est le type de douleur qui va vous orienter. Et c'est fondamental. La façon dont on interroge le patient, la façon dont il va décrire la douleur, la façon dont il va mimer la douleur, c'est une sensibilité, une spécificité qui est supérieure à l'ECG. Donc le patient qui va mettre la main, par exemple, à plat sur la poitrine, c'est une sensibilité, une spécificité supérieure à 70% sur une obstruction coronarienne. Donc, et ça rejoint ce que tu as dit, l'interrogatoire est fondamental. Toujours pareil, c'est votre valeur pré-test. Voilà. Si votre valeur pré-test est très faible, ça ne sert à rien, et que le CG est normal, vous avez un seuil de décisionnel qui est à 10%. On ne fait pas de tropo. Et des scores pour aider la décision, vous avez développé ça À ma connaissance, non. Enfin, nous, non, mais je sais pas. Concernant, je leur profite, j'ai le micro, ce que j'ai remarqué dans votre cas clinique, il est déshydraté, le monsieur, il a 96 de protidémie, et il est un peu tachycarde hors l'hypovolémie et une fonction rénale limite. Alors tout ça, d'abord, c'est les facteurs favorisants pour démarrer une FA. Vous avez corrigé l'hypovolémie, vous
Effectivement, j'avais repéré ça aussi. Ça, c'est le côté médecin généraliste, je pense. On regarde la protidémie. Je ne sais pas si les urgentistes, même ne serait-ce que la regardent. Voilà. Parce que des fois, elle est dosée, entre guillemets, par erreur. Elle est dans le Iono classique au CHU, donc on l'a quasiment tout le temps. Mais dans l'hôpital où je travaillais, elle n'y était pas nécessairement. Et c'est vrai que des fois, quand on la regarde, on trouvait des choses comme ça. Voilà. Et moi, je m'étais dit que oui, ce malade était peut-être un peu déshydraté. Ça ne se voyait pas trop sur la fonction rénale. J'avais une valeur de créatinine et un CKD qui étaient sensiblement les mêmes plusieurs mois auparavant. Il était passé aux urgences quelques mois auparavant, donc, mais il n'y avait peut-être pas encore de touche rénale, quoi, on va dire. Mais oui, je me disais que c'était peut-être pas impossible qu'il soit déshydraté ou alors qu'il ait un myélome ou je sais pas quoi, mais enfin, c'est peut-être une bête déshydratation, quoi. Voilà, ça dépasse un peu les cardiaques. Merci beaucoup, Damien. Est-ce qu'on a encore une seconde sur les douleurs taux, moi j'avais entendu dire qu'il fallait répéter l'électro pour répondre à la question du collègue, répéter à 15-20 minutes, vous confirmez, ou quand on a un premier électro normal? Alors, c'est dans les fameux électros subtils, c'est-à-dire quand on a une anomalie qui n'est pas réellement rapportée à un SCA, les recommandations, c'est 4 électros séparés d'un quart d'heure. Et parce que toute anomalie évolutive est a priori de nature ischémique, même si ce n'est pas le ST+ caractéristique.